have learnt that it is important to step forward. My business would not exist today if I had not. I had nothing but the clothes on my back and one pair of shoes. People said, "You will trip and fall." And I replied, "I would rather step forward and fail than live with a failure or standing still." In the journey of life, you will be defined by the amount of times you step forward along the way. Place à présent à notre invité, le docteur Ernestine Goetbel, pionnière de la fécondation in vitro au Cameroun et en Afrique centrale. Médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, elle a fondé et dirige une clinique à Douala où elle redonne le bonheur aux femmes en mal de procréation. Après avoir reçu un échec à la faculté de médecine de Yaoundé et vécu de stages payants au secondaire, de jobs d'ouvrière pendant ses études de médecine en France, elle nous raconte sa belle odyssée qui a commencé à l'hôpital de Sac-Bayémé, d'où lui est venue à l'âge de 8 ans sa vocation pour la médecine. Suivons ce portrait. Mon enfance était, on va dire, une enfance assez protégée parce que mon père était prêtre au départ. Ensuite, il a quitté l'église catholique et il a fait la faculté protestante à Montpellier et il est devenu pasteur. Et c'est ensuite qu'il a rencontré ma mère. Et nous étions des enfants assez protégés, très protégés. Puisque enseignant, ma mère étant infirmière sage-femme, la maison était grande ouverte, donc on était assez nombreux dans la maison. Une bonne partie de ma scolarité primaire s'est faite à Sac-Bayémi, ce fameux village. Et les premières années, l'école c'était à la maison. C'est mon père qui était notre enseignant. Et après, c'était les aînés qui enseignaient aux plus jeunes. Et ça fait que quand on allait à l'école, on avait des très bonnes notes, on était bien cotés. On passait pour être des enfants qui étaient dopés, on peut dire ça comme ça, qui étaient dopés parce que mon père connaissant beaucoup de choses, pas catholique, enfin beaucoup d'écoles, jusqu'en Benguet, comme on disait, on ne pouvait pas être des enfants tout à fait comme les autres. Donc, nos résultats scolaires étaient traduits comme étant des choses qui se faisaient à la maison. Mais effectivement, les choses qui se faisaient à la maison, c'était le travail déjà. Non, c'est combien? 500 et 130. Allô? C'est quoi? Noisette de l'Itabola. C'est combien? Oui, c'est la question. Le secondaire, je suis parti directement dans un internat et j'ai été reçu à 3 concours. J'ai été reçu au concours pour faire le lycée Leclerc à Yaoundé, ou le collège de la retraite, ou le collège évangélique de Libamba. Aussi, j'avais une grande amie qui allait à Libamba, donc j'ai choisi d'aller là-bas. Mes parents m'ont encouragé d'y aller, aussi parce que je pense que c'était l'internat et pour eux, c'était peut-être aussi une façon plus commode de continuer ce qui se faisait à la maison, c'est-à-dire la rigueur, le travail, le respect, la discipline. Je suis rentré en 6e et je suis sorti avec le bac. Tu me viennes en aide, oh Ayambek, je fais de mal, ça me fait du mal, ils complotent contre moi, ils veulent me voir. Bonne arrivée. Merci Doc. Bonjour. Ça Merci va, de bien recevoir. voyager? Oui, ça va, merci. Vous n'avez pas été contrôlé par les gendarmes comme... Ben si, un peu, ce qui a permis de maîtriser, d'avoir la bonne vitesse. Patron.
Ça va? Mon père est parti se perfectionner encore en France, à Montpellier. Donc ma mère est restée travaillant à l'hôpital de Sac-Baïm, ce qu'elle faisait avant de se marier. Et puis un jour, comme ça, je l'ai suivie, parce qu'il n'y avait personne à la maison, je l'ai suivie à l'hôpital. Et elle devait faire un accouchement, c'était un dimanche, elle devait faire un accouchement. Et par curiosité, j'ai ouvert la porte où l'accouchement s'est passé et elle ne m'a pas chassée, j'étais très très heureuse. Je devais avoir quelque chose comme 8 ans. Et puis j'ai assisté à cet accouchement-là, ce bébé, et je pense que c'était parti là. J'ai compris ce jour-là que je vais faire ce travail. Ça, c'était la maison familiale, celle-ci. Et cette maison, donc, qui a été construite début des années 50, c'est ça. Ça, c'est donc mes 2 parents, mon père, ma mère. Et ça, c'est un tableau que mes parents adoraient beaucoup. C'était le tableau du pont de Voury. Ah, et le président, tiens donc. Le président est à la maison. Ici, dans cette maison, je pense que mes parents avaient reçu Monsieur Oumiobe, un peu avant l'indépendance, parce que c'était un ami de mes parents. Ici reposent nos 2 parents. Ce mausolée a été fait par Monsieur Gédéon Pando. Mon père, il est un peu au fond et ma mère est là. Donc ça, c'était un enseignant. Donc là, on voit les élèves à l'école et lui qui enseigne le monde. Et ici, il prêche. Voilà, on a la signature de Monsieur Mpando. Ce pierre était cherché de façon spéciale pour symboliser la solidité de ce personnage, la solidité de la famille et l'unité, quoi. Alors, c'est ma grande sœur chérie. Et juste avant moi, donc dès que j'ai un moins de problème, c'est elle que j'appelle. Voilà. Et elle est mon assistante. Quand j'ai eu mon CEP, on était encore de nouveau dans ce village. Et le collège de Liban m'a donné la possibilité d'avoir des bourses, comme des salaires. C'est-à-dire que tu choisissais où tu allais au collège travailler, ou tu choisissais de travailler dans un établissement missionnaire. L'argent que tu gagnais était envoyé au collège pour payer la scolarité. Et moi, j'ai travaillé, j'avais choisi d'aller à Sac, travailler à l'hôpital. J'avais à peine 10 ans. Et je l'ai fait 2 années de suite. Ça a renforcé mon goût de m'occuper des autres. Ça a renforcé mon goût de traîner dans les hôpitaux. Et à ces fois-là, j'ai eu le privilège également, à 11 ans, de rentrer au bloc opératoire. Et cette fois-là, j'ai assisté à des opérations aux nouvelles ventes. Ensuite, le reste de mes études, c'était juste comment faire pour arriver à cela. Bonjour docteur. Le bloc opératoire avec le docteur qui démarre une intervention chirurgicale. C'est un bloc opératoire qui est bientôt centenaire. Hein? C'est une anesthésie comment? Local, régional, local? Local d'abord, oui, nous allons donner la générale. Ok, pour la fin. Oui, j'ai travaillé ici. Bénévolement, bien sûr. Je crois que j'ai fait aussi opérer mon fils ici. C'était une petite intervention. J'étais étudiante encore à Paris. Mais c'est surtout ici que j'ai eu l'envie de faire ce métier de médecin, ici, dans ces bâtiments. Quoi. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne opération. À tout à l'heure, on va se revoir. J'ai eu le bac avec mention. Et j'ai sollicité à aller au CUS, puis tout en demandant quand même une bourse pour aller au Canada. Et je n'ai pas eu la bourse, je n'ai pas eu le CUS. Et c'était étonnant. Parce que le CUS à l'époque, ce n'était pas les concours qu'on faisait. On vous recevait, il y avait un entretien. Et je pense que j'ai bien parlé français, je pense que j'ai bien répondu, je pense que j'étais bien motivé, j'avais d'excellents bulletins et quand la liste est sortie, mon nom n'était pas dessus. Et ça, je crois que mon père en a fait un choc. D'ailleurs, il a fait tout de suite, quelques temps après, un AVC, un accident vasculaire cérébral, et c'était cette maladie qui l'a entraîné jusqu'à la mort. Et ça m'a révolté. Je me suis dit, mince alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour
Pour arriver, je pense que j'ai travaillé depuis toute petite, que j'ai les points que je mérite et pourquoi je ne suis pas admise dans la faculté de médecine, puisque c'est ce que je vais faire. Et il se trouve que mon grand frère était déjà en Europe pour faire expert comptable. Il m'a dit, et mon grand-oncle aussi, ils ont dit, c'est pas possible que ça se passe comme ça, donc il faut que tu viennes en France. J'ai envisagé pas du tout aller en France. Je me suis retrouvée donc en France en plein mois d'octobre. Il faisait déjà froid. Je n'étais pas inscrite à une faculté de médecine. Et j'ai pu obtenir une inscription à une faculté de sciences. Et la spécificité de cette faculté, c'était Créteil. C'était une nouvelle faculté, une nouvelle université qui fonctionnait un peu à l'américaine. J'avais donc la possibilité à la fin de la première année de faculté des sciences de passer le concours de médecine. Donc, moi, je n'étais pas avec les étudiants en médecine, j'étais avec les étudiants de fac de sciences. Donc je faisais mes cours de fac de sciences tout en lorgnant un peu ce que ceux qui étaient en médecine faisaient, me disant qu'à la fin de l'année, je vais faire ce concours-là. Effectivement, à la fin de l'année de ma faculté de sciences, j'ai eu mon examen, bien sûr, pour aller en deuxième année de fac. Et j'ai fait le concours en même temps pour aller à la deuxième année de médecine. J'ai eu les deux examens, donc c'est comme ça que je suis rentré en médecine à partir de la deuxième année. La première année, la fameuse faculté de sciences que j'ai faite, à la fin de cette année, quand j'ai passé mon concours, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pendant les vacances, 2 mois, dans une parfumerie pendant 2 ans. J'allais pendant les vacances travailler dans cette parfumerie comme ouvrière. On était sur la chaîne, on remplissait les flacons de parfum, on bouchait. Enfin, c'était aussi quelque chose d'enrichissant. À la 3e année de médecine, j'étais déjà à un niveau qui me permettait de travailler comme infirmière. Donc j'estime que j'avais déjà gagné les quelques galons, dont j'ai abandonné le travail d'ouvrière pendant les vacances. Et j'ai commencé à travailler comme infirmière de nuit. Donc, le matin, j'allais à l'hôpital pour faire des stages de médecine. L'après-midi, j'allais à la faculté pour suivre les cours théoriques. Et 3 nuits par semaine, j'allais à l'hôpital pour travailler comme infirmière. Et c'est ça qui m'a permis, avec les aides de la famille, évidemment, de terminer mes études de médecine générale. Et dans la foulée, je me suis mariée. Je me suis mariée, j'ai fait 2 enfants, toujours en faculté de médecine. Quand je finis mes études, après un an de démarche, j'ai pu être admise à l'hôpital. Je suis allée travailler à l'hôpital. J'ai quitté avec douleur l'hôpital missionnaire pour aller à l'hôpital public. Et là, c'était très, très spécial, c'était dur, c'était très très dur. J'ai essayé et j'ai dû partir 2 ans après de l'hôpital pour me mettre en cabinet, pour essayer d'être plus à l'aise pour travailler, mais c'est surtout aussi à cause de l'ambiance qui régnait à l'époque dans ces années-là. Je quitte l'hôpital, je n'avais donc pas d'argent pour pouvoir ouvrir un cabinet ou faire quoi que ce soit. C'est vrai, mon mari était très haut cadre dans une société de la place, où il avait un très bon salaire, il était logé, donc je n'avais pas à me plaindre. Je pouvais me permettre de prendre un crédit. J'ai pris un crédit de 10 millions, et je le dis, qui m'a permis d'ouvrir le cabinet et de m'équiper et de travailler. Et d'où est venu le mot Odyssée, à 89. Tous les trajets que j'ai faits depuis mon retour, que ce soit l'hôpital missionnaire, que ce soit l'hôpital public, j'ai énormément travaillé et j'étais déjà très intéressée par les problèmes d'infertilité. À l'époque, les gens allaient à l'hôpital parce qu'ils voulaient faire les enfants, mais
Les soins qu'il recevait n'étaient pas des soins adaptés. Or, j'avais la chance d'avoir les compétences pour ça. Donc, très rapidement, mon oncle sonnait dans la ville. Et comme je vous ai dit, j'étais jeune, j'étais femme. Voilà. Et quand je suis venue dans mon cabinet, j'ai continué ce travail-là et suivre les femmes enceintes. Et aussi, autre chose aussi qui m'a rapidement interpellée, c'est les cancers. Les cancers, notamment les cancers chez la femme, les cancers de l'utérus chez la femme. Ces cancers-là étaient en train de disparaître dans le monde entier. Et je trouvais ici que c'était le premier cancer. Donc avec un ami et d'autres, on a commencé à faire des campagnes pour la prévention et comment faire en sorte que les femmes aient peu ces cancers-là, qui étaient le premier cancer à l'époque de la femme. Donc voilà, en fait j'étais tiraillée entre deux cliniques et mon cabinet. Ça faisait beaucoup et je me suis dit, 5 ans après, c'est bon, je vais grandir, l'Odyssée doit grandir. Et donc je suis venu ici où j'ai pris un deuxième crédit, celui-là de 40 millions, pour pouvoir acheter ici et l'équiper. Donc voilà. Donc en fait c'est tous les 5 ans qu'il fallait faire quelque chose. Et avant la fin de la 5e année d'ici, on s'est donc lancé avec des amis dans ce projet de l'assistance à la procréation parce que le traitement de stérilité avait une limite qu'on ne pouvait pas dépasser sans y aller. Donc on a fait un groupe pour se rendre compte qu'effectivement il y a un problème. Il y a une limite, puisqu'on envoyait nos patientes en Europe, en Angleterre, en France, en Amérique. Et c'était très lourd. Les couples devaient partir ensemble, devaient obtenir le visa. Et on a dit, ben, écoutez, puisque nous on envoie les gens vers la science, faisons en sorte qu'on ramène les techniques ici. Et c'est de là que partit cette aventure. La fécondation in vitro, il faut déjà peut-être expliquer. La nature est faite pour que toute femme puisse tomber enceinte. Quand il n'y a pas de graves anomalies comme des malformations, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment la base du système pour comprendre comment une femme tombe enceinte, comment elle tombe pas enceinte. Il y a le vagin, et c'est là-dedans qu'est déposé le sperme de l'homme. Et dans le sperme, il y a les spermatozoïdes. L'utérus qui va porter le bébé, les trompes, ce fameux mot, tout le monde entend parler de trompes. Et à côté des trompes, il y a les amandes, c'est des petites machines qui pondent des œufs. Une fois par mois, quand tout marche bien, la femme pond un œuf, ça s'appelle ovulation. Et cet œuf-là, pondu par le ver, est aspiré par la trompe. Et cet œuf va se retrouver donc à l'intérieur de la trompe. Le spermatozoïde va monter tout seul, il y en a plusieurs, beaucoup vont monter, ils vont suivre ce schéma. Le col de l'utérus, ils vont aller dans les trompes. Et un seul spermatozoïde va rencontrer le seul œuf que la femme a pondu. Et c'est ça la fécondation. Donc, maintenant, quand il y a une anomalie de toutes sortes, soit que la femme ne pond pas les œufs suffisamment, soit que les spermatozoïdes déposés là ne sont pas capables d'arriver jusque-là, soit, ce qui est plus fréquent chez nous et malheureux, que les trompes, les fameuses trompes là, que c'est bouché. Quand c'est bouché, donc cette fameuse rencontre qui est la fécondation naturelle ne peut pas se faire. Il faut donc trouver les moyens pour que cette rencontre se fasse. Et c'est ce qui a permis la naissance du premier bébé en 1978. C'est-à-dire aller chercher les ovules de la femme dans son ventre, aller au laboratoire, prendre les spermatozoïdes de l'homme et faire cette rencontre-là en dehors du ventre de la femme. C'est ça la fécondation in vitro. Je continue à rendre grâce à cette équipe-là que nous avons formée parce que les grandes choses se font toujours en équipe. Les souvenirs restent très forts, le bonheur reste très fort, mais ça côtoie toujours aussi un peu de malheur par rapport aux échecs, par rapport aux couples qui n'ont pas la chance d'avoir des enfants.
Mais bon, on ne peut pas tout assumer, on ne peut pas tout faire. Toutes ces techniques-là, comme la nature, il y a des limites. Mais j'avoue que je me grandis toujours avec ça. Et d'ailleurs, on a poussé l'aventure jusqu'au niveau africain. Et on a aujourd'hui créé une société africaine qu'on appelle le Girafe, qui s'occupe des problèmes d'infertilité. Et ça permet de faire encore des choses plus grandes et de former encore plus de jeunes confrères, des jeunes médecins, des jeunes biologistes pour pouvoir travailler, parce que le but c'est ça. Je voudrais vraiment que la jeunesse s'imprègne des valeurs de qualité de travail, de la perfection, parce que le travail c'est pas juste le travail. Tout le monde peut se lever tous les matins, aller au travail. Mais quand vous faites quelque chose, que ce soit bien fait, ça porte toujours un résultat. Il y a toujours quelque chose qui vient avec le travail bien fait. Il ne faut pas avoir peur des barrières, il ne faut pas avoir peur des échecs. Chaque échec doit permettre aux jeunes de s'élever. Chaque échec doit vous booster. Chaque échec doit vous révolter. Et la révolte doit vous apporter la perfection et vous permettre de grandir. Nous nous retrouvons ici à Sac-Bayémi avec le docteur Ernestine Goetbel, dont nous venons de suivre le parcours. Et elle a accepté de nous recevoir dans ce lieu hautement symbolique pour elle. Docteur, merci encore pour votre disponibilité à recevoir l'équipe de carrière. Merci d'être venu jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce village, on va dire? Je pense que c'est un village qui est riche d'histoire pour le Cameroun. C'est vraiment le Cameroun entier qui a bénéficié des soins de cet hôpital centenaire aujourd'hui. C'était un hôpital missionnaire, il reste toujours missionnaire. Vous avez vu, l'hôpital n'a pas trop perdu, il y avait toujours cette belle verdure. Bon, les bâtiments ont un petit peu vieilli, mais ici c'était vraiment une sorte de niche de paix, d'amour. Donc voilà, moi c'est ça que je retiens, mon enfance ici, le bonheur quoi. Docteur Goetbel, vous avez travaillé dans cet hôpital comme stagiaire à une époque. Vous avez d'ailleurs votre rêve de médecin a commencé ici, parce que c'est ici que votre maman, qui vous a transmis peut-être cette passion pour la médecine, également travaillait. Oui, c'est vrai que je dois beaucoup à cet hôpital, parce que c'est ici qu'est née ma vocation. J'avais à peine 8 ans, donc je pense que je suis redevable à cet hôpital. Mais beaucoup de personnes aussi, hein, la plupart des gens de nos régions et d'ailleurs sont nés dans cet hôpital. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui je suis un peu triste parce que cet hôpital se meurt. Et le village même se meurt. Il y a un projet de faire un barrage hydroélectrique à côté qui ferait que cet hôpital, tout ce village va disparaître. Bon, j'espère que le projet ne va pas aller jusque-là. Alors précisément, pour sortir de cet entretien, quels conseils pour les jeunes de manière générale, peut-être pour la jeune femme? J'encourage les jeunes à la médecine, mais je pense qu'il ne faut pas faire une carrière parce qu'on a vu quelqu'un faire, parce qu'on vous demande de faire. Il faut faire une carrière parce qu'on la ressent. Ouais. Et je suis persuadé que toutes les carrières aujourd'hui sont porteuses en Afrique, particulièrement au Cameroun, parce qu'on voit des gens qui se développent dans des domaines très particuliers et qui y arrivent. Donc moi je pense, j'invite les jeunes femmes, les jeunes filles à ne pas désespérer. J'invite toute la jeunesse à travailler dur et à éviter la facilité qui consiste aujourd'hui à penser qu'il faut absolument aller à l'étranger pour réussir, alors qu'il y a désormais des bonnes écoles chez nous et qu'il y a surtout beaucoup de possibilités de faire des choses localement avec nos matières premières, avec tout cela. Donc vraiment le travail bien fait, la persévérance, c'est ce que je prône, ce que je conseille aux jeunes de ce pays. Merci Dr Goetbel pour votre disponibilité et nous espérons que la belle odyssée que vous avez commencée il y a plusieurs années maintenant va se poursuivre et donner encore plus de bonheur aux femmes et au Cameroun et au monde tout entier. Bon courage à vous pour ce que vous faites, c'est pas mal, c'est très original. Encouragez les jeunes et le faire de façon très professionnelle. Je vous félicite. Merci docteur. Merci.